Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de cette édition spéciale de Focus. Candidat à la dernière présidentielle camerounaise de 2018, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ancien ministre délégué à la justice, le professeur Maurice Kamto est notre invité. Bonjour, professeur Maurice Kamto, merci d'avoir accepté cette invitation sur Vox Africa. Bonjour, c'est moi qui suis honoré de votre invitation. Alors, vous êtes ici à Paris dans le cadre de votre tournée européenne et américaine. Derniers événements en date, une conférence de presse jeudi et un meeting ce samedi 1er février, place de la République à Paris. Professeur Maurice Kamto, ma première question est très simple. Pourquoi les opposants africains se réunissent toujours à Paris lorsqu'ils doivent tenir des meetings? Je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres dirigeants de l'opposition. D'abord, permettez-moi de dire en 30 secondes que la terminologie que l'on utilise pour les dirigeants de l'opposition et les partis d'opposition ailleurs doit être valable. En Afrique, je ne sais pas pourquoi on parle d'opposants quand il s'agit d'Afrique et qu'on ne parle pas des dirigeants de l'opposition. Enfin, peu importe. Je ne sais donc pas pour ce qui est des autres dirigeants de partis politiques de l'opposition en Afrique. En ce qui me concerne personnellement, c'est sur invitation de la diaspora camerounaise d'Europe et qui a choisi Paris, sans doute parce que c'est plus facile de rassembler des gens venant de divers pays d'Europe à Paris qu'ailleurs. Au demeurant, le nombre de nos militants, des militants de notre parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à Paris, en France, est bien plus élevé que dans tous les autres pays d'Europe. Pour mémoire, je dirais simplement que la France compte pour au moins 50% de nos militants en Europe. Il était donc, me semble-t-il, logique et, j'allais dire, pour des besoins de commodité évidente que le meeting se tienne à Paris. Alors, vous avez déclaré lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 30 janvier, vous avez défendu votre choix de boycotter le prochain scrutin législatif et municipal, prévu le 9 février prochain. Vous dites que ce scrutin ne peut être tenu sans retour préalable à la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Est-ce la véritable raison ou n'étiez-vous pas tout simplement prêt, depuis votre sortie de prison et la mise en ordre de votre parti pour ces échéances, est-ce que vous n'étiez tout simplement pas prêt? Vous me donnez l'occasion peut-être de revenir sur cette question qui, ma foi, à nos yeux n'a pas de sens, mais pour éclairer l'opinion des téléspectateurs, je dirais très simplement que si nous n'étions pas prêts, qu'est-ce que ça change au final? J'entends les gens faire de très grands développements là-dessus. Je suis étonné que le parti qui est dominant au Cameroun aujourd'hui soit plus en colère contre nous qu'on n'aille pas aux élections, au lieu de se réjouir de ce qu'on leur laisse le champ pour gagner tous les sièges. Non, vous dites qu'ils sont en colère. Nous lisons dans la presse, sur les réseaux sociaux, leurs réactions, les interpellations dont nous sommes l'objet. On est allé jusqu'à dire que nous voulons salir l'image de notre pays en refusant d'aller aux élections. Donc ils sont en colère manifestement. Je me serais attendu à ce qu'ils se disent, bah, enfin, tant mieux pour nous, on fera tous les sièges à l'Assemblée nationale et toutes les communes. Au contraire, on s'offusque de ce qu'un parti politique de l'opposition n'aille pas aux élections alors que ce n'est pas du tout une contrainte légale. Ceci dit, je voudrais répondre à la question de savoir si nous étions prêts ou pas. Je vais vous dire, nous avons laissé nos camarades à la base constituer leur dossier. Et à la grande déception de ceux qui croient que nous n'avions pas de dossier, je dis, si Vox Africa a l'occasion de passer par le Cameroun et veut vérifier cela, nous vous ouvrirons nos archives pour vous montrer que sur les 180 sièges de députés à l'Assemblée nationale, nous avons des dossiers pour au moins 140 sièges. Donc nous étions prêts. Je ne parle pas des listes
de nos candidats pour les élections municipales. C'est en toute conscience patriotique, dans notre souci de ne pas être sur la scène politique pour nous adjuger quelques sièges ou quelques positions et accompagner une dictature qui n'a pas de vision et de perspective pour le pays, c'est cette conscience-là qui nous a amenés à dire, alors même que le contexte nous est favorable, nous n'irons pas aux élections. Et nous ne l'avons pas décidé seul en tant que président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est une décision du Conseil national de notre parti, qui est l'instance la plus élevée entre deux conventions qui se tiennent tous les 5 ans. Nous avons réuni le Conseil national de notre parti le 25 novembre 2019. C'est à l'issue d'un débat intense entre les représentants du parti dans les régions et les membres statutaire du Conseil national que la décision a été prise de boycotter les élections du 9 février 2020. Notre décision a été prise sur la base de 2 motifs, ni la crise anglophone. Le mot crise est d'ailleurs peut-être très souple parce que ça ne traduit pas la tragédie qui se noue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans d'autres pays. Donc ni cette tragédie, ça ne réglera pas cette tragédie, puisque ça ne va pas faire cesser la guerre dans cette partie du pays, ni le fait que nous soyons encore dans une crise post-électorale, en particulier dû au fait que le code électoral n'a jamais fait l'objet de modifications. Le système électoral camerounais est resté le même, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de nombreuses imperfections, y compris ELECAM, qui est l'organe électoral mis en place par le gouvernement lui-même, qui dans 2 rapports distincts a dit qu'il faut réviser le code électoral. La communauté internationale, l'Union européenne en particulier, le Parlement de l'Union européenne, dans une résolution adoptée à l'unanimité des 27, a dit, entre autres, qu'il fallait absolument réviser le code électoral au Cameroun avant toutes nouvelles élections. Et ça, vous comptez sur le Parlement européen pour dire ce qu'il est utile de faire au Cameroun? Je vous ai dit que ELECAM, sauf si ELECAM, c'est-à-dire Election Cameroun, est un organe étranger. Mais je vous parle d'un organe mis en place par le gouvernement lui-même, qui d'ailleurs ne s'est pas privé d'aider au détournement des résultats de l'élection présidentielle que nous avons gagnée en 2018. Mais même cet organe a dit qu'il fallait réviser le code électoral avant d'aller aux élections. Donc si je cite le Parlement européen, c'est tout simplement pour dire que la communauté internationale, elle aussi, celle qui s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays, s'est exprimée là-dessus et a pensé que pour éviter de nouvelles crises post-électorales, il était nécessaire de réformer le code électoral. Alors, Maurice Kamto, comment vous comptez solder, comme vous l'avez rappelé, la présidentielle de 2018 sous la forme d'un dialogue avec le pouvoir, lorsqu'hier, durant votre meeting tenu place de la République à Paris, vous vous déclarez officiellement vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun? Quels sont vos rapports avec la présidence aujourd'hui, avec le président de la République, Paul Biya? D'abord, est-ce que solder la crise née de la dernière élection présidentielle au Cameroun voudrait dire que nous concédions une défaite que nous n'avons pas eue? Donc il faut partir des faits. Vous revendiquez votre victoire à la présidentielle de 2018. Oui. Comment entamer un dialogue avec le pouvoir actuel? Est-ce que ça empêche le dialogue? Je ne vois pas en quoi ça empêche le dialogue. Donc il y aurait deux présidents alors? Ce n'est pas une question de 2 présidents. C'est justement une situation de crise politique qui, comme toutes les crises, ne peut être résolue que par un dialogue avec les protagonistes de la crise. La question c'est... Ce serait quoi le dialogue? Ce serait le président Biya doit-il laisser la place, comme vous l'avez rappelé hier durant votre meeting? Non. Il faut rapporter, je crois, fidèlement mes propos. J'ai dit, à l'issue de l'élection présidentielle de 2018, nous avons revendiqué la victoire sur la base des résultats que nous avions sortis des bureaux de vote. Les autres ont pensé que c'est M. Biya qui avait gagné l'élection présidentielle. Nous avons donc dit, quand je dis les autres, c'est-à-dire les institutions de l'État public,
en l'occurrence le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas forcément ce que pensent tous les Camerounais. Nous avons dit la seule façon d'y voir clair, c'est de procéder au recomptage des voix. Ça aurait été extrêmement simple. Nous sommes 2 ans plus tard et cela n'a pas été fait. On aurait pu le faire dans la foulée, la semaine qui suivait, et en fait, on aurait apporté la lumière sur cette affaire. Ce que j'ai dit que si à l'issue de ce recomptage, c'est M. Biya qui était effectivement le vainqueur de l'élection, j'aurais été le premier à aller m'incliner devant lui et reconnaître sa victoire. C'est ce que j'ai dit. Mais que dans le cas contraire, si c'est moi qui, à l'issue de ce recomptage, était effectivement confirmé comme vainqueur de l'élection présidentielle, il serait donc de bon ton qu'il ait l'élégance de passer le pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, il n'y a pas eu de recomptage. Depuis lors, j'ai dit qu'il faut que l'on solde. J'ai jamais demandé. Si ma posture c'était qu'il faut que l'on demande à M. Biya de démissionner le lendemain, je l'aurais dit. Donc on ne me prête pas les mots que je dis. Solder, c'est qu'il y a une situation. Et que pour sortir de cette situation, on doit discuter ensemble pour trouver une voie de sortie. Comment voulez-vous qu'on aille à une élection, que l'on constate qu'il y a eu des irrégularités, que l'on constate que le code électoral qui a permis ces élections n'est pas fiable et qui ne permet pas d'avoir des élections crédibles, que l'on fait tout ce constat-là, que nous allions en prison pour 9 mois, parce que nous avons contesté cela, que l'on sorte de prison et que l'on dise tout ce qui s'est passé, ça n'a jamais eu lieu. Oubliez, circuler, il n'y a rien à voir. On revient à la situation de 2017 ou du début 2018. Est-ce que c'est possible? Ça n'est simplement pas possible. Donc sortir de la crise, c'est pas simplement... Le fait que M. Biya soit au pouvoir est une composante de la crise. Mais lorsque vous résolvez une crise, vous voyez toutes les cartes que vous avez en main, vous voyez là où vous pouvez effectivement faire des concessions et là où vous pouvez faire des ouvertures pour que l'on progresse. Mais je ne peux pas décider seul de comment on sort de cette crise. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part des autorités dans ce cas-là pour sortir de cette crise? Mais il faut que les autorités déjà acceptent que l'on s'assoie pour en parler. Je ne vais pas dire ici ce que l'on doit dire dans une discussion. J'ai dit que j'étais prêt à ce que l'on solde la crise post-électorale 2018 et que l'on tourne la page pour que le Cameroun avance. Mais y a-t-il quelqu'un qui s'est donné la peine un peu de chercher à savoir ce que j'avais à l'esprit, ce que nous proposons? Depuis lors, nous sommes sortis de prison, j'ai dit, vous voyez bien, je n'ai pas dit je ne vais pas aux élections parce que M. Biya est au pouvoir. J'ai dit, je ne vais pas aux élections. Le MRC ne va pas aux élections, d'une part parce qu'on n'a pas réglé la crise anglophone, parce qu'il y a la guerre là-bas, ils ne pourront pas prendre part aux élections. Et comment, dans ces conditions, dire qu'ils sont Camerounais, puisque en les excluant d'élections de proximité, c'est-à-dire d'élections de leurs conseillers municipaux, de leurs maires, de leurs députés, vous dites qu'ils ne sont pas Camerounais. C'est le message que les élections du 9 février va envoyer aux populations des zones anglophones. Et moi, je ne peux pas cautionner cela, parce que je ne suis pas favorable à la partition du Cameroun. J'ai toujours défendu l'intégrité du territoire de mon pays pour imaginer que par des manœuvres politiciennes, on puisse aboutir au séparatisme ou à la sécession. D'autre part, nous disons, révisons le code électoral. Est-ce que nous avons dit, révisons le code électoral pour appliquer aux élections de 2018 ? Ça ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Donc, révisons le code électoral pour regarder l'avenir, pour que de telles situations ne se reproduisent pas parce que le pays n'a pas intérêt à ce que ça se reproduise. Est-ce que vous ne voyez pas la perspective que je trace? Professeur Maurice Kamto, ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau, est-ce que vous pouvez le dire au Cameroun? Est-ce que vous avez encore la possibilité de vous exprimer? Puisque vous êtes ici à Paris, vous allez vous déplacer, vous allez partir aux États-Unis. Pourquoi ne faites-vous pas ce discours ou ne tenez-vous pas ce discours au Cameroun? Avez-vous peur, risquez-vous d'être une nouvelle fois incarcéré? Non, je le tiens tout le temps au Cameroun, mais tout le temps. Vous savez, quand je suis sorti de prison, un média parisien que vous connaissez très bien m'a tendu son micro. Et je lui ai dit, allez aux élections. Certes, il faut aller aux élections, mais aller aux élections dans les conditions actuelles, c'est-à-dire sans règlement de la crise, du conflit, de la guerre fratricide dans les nos zones, et sans, c'est-à-dire nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, sans réformer la crise électorale, c'est peine perdue, ça ne débouchera sur rien. Je l'ai dit. Et ce que je vous ai dit, je l'ai dit dans des discours. Regardez mon message de fin d'année aux Camerounais. Donc, fin d'année 2019, il est donc tout frais. Nous sommes encore au tout début du mois de février. Donc, c'est un message d'il y a un mois. Je trace les mêmes perspectives dedans. Du fin fond de ma prison, j'ai écrit en traçant les mêmes perspectives. J'ai pas, puisque c'est une proposition de bon sens.
Ce sont des propositions d'apaisement de la situation, de sortie de crise. Pourquoi aurais-je peur de dire cela au Cameroun? Ce qui est difficile à faire au Cameroun, c'est de trouver le lieu pour s'exprimer. Notre problème, c'est que même après 9 mois, ayant payé de notre liberté pendant 9 mois, après 9 mois, il ne nous est pas possible de tenir un meeting politique au Cameroun. C'est quand même terrible qu'un parti politique ne puisse pas s'exprimer et proposer ses idées, non seulement à ses militants, mais à l'ensemble de son peuple. Alors, je le rappelle, effectivement, pour les spectateurs qui nous suivent, que vous avez, le 5 octobre, été libéré après 9 mois d'incarcération. Une incarcération qui a eu lieu 2 jours après une marche blanche pacifique. Vous avez été accusé de rébellion, d'insurrection, d'hostilité à la patrie. On vous reproche également d'avoir ou d'être responsable du saccage de l'ambassade camerounaise à Paris le 26 janvier dernier. Quelle est aujourd'hui votre perception des libertés au Cameroun après cette expérience par la casse-prison? Je crois qu'il y a eu des cas de torture qui ont été évoqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci de me donner l'occasion, premièrement, de préciser que, effectivement, le problème de casse des ambassades à Paris, c'est une allégation. Donc, on a prétendu que nous étions derrière ces casses-là. Et comme vous le savez, il n'en est rien, puisque les auteurs de ces actes n'ont jamais caché qu'ils en étaient les auteurs, qu'ils ne me connaissaient pas, qu'ils n'avaient aucun rapport avec moi. Et je voudrais que ce soit clair. Et parce que le gouvernement a, je vais dire pour vos téléspectateurs, et parce que le gouvernement a persisté, a insisté à vouloir effectivement colporter ces propos absolument mensongers suivant lesquels nous serions derrière, nous avons été obligés, nous nous sommes vus dans l'obligation d'engager une procédure en diffamation devant les tribunaux parisiens, justement, parce qu'il fallait mettre un terme à cela. S'agissant de l'état des libertés au Cameroun, et surtout du respect des droits de la personne humaine, les droits fondamentaux de la personne humaine, nous assistons à un durcissement sans précédent du régime camerounais. Je ne sais pas où est-ce qu'on espère aller avec la tendance actuelle. Jamais il n'y a eu autant de torture au Cameroun. Je voudrais rappeler pour vos téléspectateurs que lors de cette marche blanche du 26 janvier 2019, on a tiré à bout portant sur des manifestations aux mains nues qui marchaient pacifiquement, qui n'ont jamais bousculé même des passants sur le trottoir, encore des vendeuses sur le trottoir. Personne ne s'est jamais plaint. Il n'y a jamais eu la moindre récrimination par rapport à ces marches. Mais on a tiré sur des Camerounais. Alors justement, revenons sur cette marche blanche durant laquelle vous avez été arrêté. Je sais qu'il y a eu des cas de torture qui ont été évoqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Il y a eu effectivement des tortures, mais bien avant les tortures, il y a eu plusieurs de nos militants sur qui on a tiré à bout portant. Les forces de l'ordre et de sécurité ont tiré à bout portant le 26 janvier même. Et ainsi de M. Djamin Célestin, qui a été le premier à tomber, de Mme Michel Ndoki, qui est avocate, de M. Pierre Gaëtan Ngankam, de Mme Adèle Guimessop, toutes nos militants qui, effectivement, ont été victimes de tirs à balles réelles des forces de l'ordre et de sécurité. On nous a arrêtés de façon arbitraire. On nous a jetés en prison pour une période de 9 mois, pendant 9 mois en tout cas. Et aujourd'hui, après cela, nous ne pouvons que déplorer le nombre de vies brisées, physiquement, mais également psychologiquement. Au moment où je vous parle, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yakuba Mota, est encore en prison. On lui a fendu le crâne, les points de suture sont là, nous avons toutes les images. On lui a cassé un bras qui est resté sous le plâtre pendant plusieurs mois. On lui a cassé ses côtes, juste parce qu'il a refusé de céder, c'est-à-dire de renoncer à son combat, de dire qu'il n'est plus avec le membre du MRC, qu'il n'est plus avec Maurice Kamto. Cela est inacceptable dans un pays. Il n'avait commis aucun crime. Il est aujourd'hui en détention parce qu'on prétend qu'il serait impliqué dans le soulèvement qu'il y a eu à la prison centrale de Yaoundé pendant sa détention. Or, il n'en était rien, puisque les auteurs de ces soulèvements ne sont pas cachés. C'était des anglophones qui avaient été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et qui se plaignaient de ce que depuis 3 ans, on ne les jugeait pas. Et ils disaient, ou bien on nous laisse rentrer chez nous, ou on nous juge. Et nous avons les vidéos montrant M. Mamadou Mota en train de les calmer, au contraire, en disant, ce n'est pas eux
Ce ne sont pas les gardes prisonniers qui sont notre problème. Ce sont ceux qui dirigent le pays, donc ne les brutalisez pas, ne causez aucune infraction. Nous avons plusieurs de nos camarades. Nous avons un documentaire qui va, puisque nous avons tout documenté, il y a un documentaire qui va présenter les cas de torture au Cameroun. Nous avons Serge Nana Branco, qui va garder des séquelles à vie, et un autre, Kenye, qui s'appelle Kenye, qui vont garder des séquelles à vie, puisque certains d'entre eux ont été touchés dans leurs parties intimes et ils ont dû subir des opérations chirurgicales. Je crois que leur fertilité masculine est compromise. Nous avons des femmes, de pauvres ménagères, des mamans de jeunes filles qui ont été brutalisées, torturées. Nous avons M. Wabo qui a un bras cassé, ouvert, c'est encore sur les réseaux sociaux, on voit bien que son bras est opéré et on doit mettre une barre de fer dans son bras pour permettre aux autres de tenir. Et je pourrais en citer davantage. Le CED et le GSO, c'est-à-dire le secrétariat d'État à la Défense, qui est le secrétariat, qui est l'instance qui abrite la gendarmerie, et le GSO, qui est une unité spéciale de la police, sont devenus des lieux de torture absolument insoutenables dans notre pays. C'est cela que nous dénonçons, c'est cela que nous combattons. Et croyez-moi, nous n'arrêterons pas notre lutte tant que nous ne serons pas arrivés au bout. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays comme celui-là. Je me demande comment ceux qui prétendent diriger un pays peuvent porter autant de haine. Tout ce que je viens de vous dire, c'est à l'issue d'activités pacifiques, d'actions politiques pacifiques. Si le Cameroun est un pays de parti unique, qu'on nous le dise clairement, alors on en prendra acte et on cessera les activités politiques. Mais vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes une démocratie, ou en tout cas que le pluralisme politique est autorisé, que le multipartisme existe, et brutaliser aussi violemment ceux qui, dans le cadre de leurs activités, s'expriment. Au moment où je vous parle, 2 ou 3 de nos camarades arrêtés à Banganté sont déférés, ont été déférés devant le procureur, et leur détention, le mandat de détention a été prorogé. Ils vont être probablement jugés et condamnés, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'il faut boycotter les élections. Or, je voulais juste terminer, la participation aux élections n'est pas une obligation légale. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Je ne sais donc pas quelle loi est-ce que l'on viole en disant, pour exprimer son désaccord, qu'il ne faut pas aller aux élections. Personne ne vous accuse de violer une quelconque loi ici. Vous avez rencontré Tibor Nagy le 9 janvier à Washington, qui est présenté comme le monsieur Afrique de Donald Trump, le président des USA. Quelle est votre relation avec les États-Unis? Puisque Tibor Nagy avait fait une déclaration dans laquelle il appelait effectivement à la retenue, notamment sur le dossier du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Vous pensez que vous êtes aidé par les États-Unis? Quel est le type de relation que vous entretenez avec les Américains? Et je vous pose par la même extension la même question pour ce qui est de Paris, où vous vous trouvez ici. Qui avez-vous rencontré et que vous ont-ils dit? Si vous regardez très bien, nous annonçons toujours ce que nous faisons. Dans notre message de fin d'année au Camerounais, nous avons dit que la phase 3 du plan de résistance nationale comportait 3 points. Le premier point, c'est faire tout ce qui est possible sur le plan juridique et sur le plan diplomatique pour obtenir la libération de nos camarades qui sont encore en détention. Et il y en a 15 qui sont encore en détention. Le deuxième point du plan national de résistance, c'était la mobilisation des Camerounais. La mobilisation des Camerounais autour de la décision de ne pas aller aux élections du 9 février prochain. Donc le boycott, les sensibiliser, leur expliquer pourquoi on ne peut pas accompagner la mascarade électorale qui se prépare. Et le troisième point de notre plan de résistance nationale, c'était de dire si le gouvernement passe outre les revendications, c'est-à-dire ramener la paix dans le nord-ouest, réviser le code électoral, nous serons obligés, petit a, de mobiliser plus massivement que jamais les Camerounais, au Cameroun, de les mobiliser pour qu'ils expriment leur désaccord avec la politique qui est menée dans notre pays, leur désaccord avec le régime qui est en place, ses méthodes et son absence de vision totale. Et 2, nous allons mener une campagne internationale, action internationale à tous les niveaux. Il n'y a rien que nous cachons.
Notre politique, l'avantage, le mérite que nous avons, c'est d'expliquer aux Camerounais ce qu'on va faire et de mettre cela en œuvre. Nous sommes justement dans la mise en œuvre, puisqu'on est passé outre, on a convoqué le corps électoral, les élections vont se tenir, divers membres du gouvernement ont réitéré le fait que ça se tiendra. Celui qui assume les fonctions de président de la République a également réitéré que ces élections se tiendront. Dès lors, nous sommes effectivement dans la phase où nous sensibilisons l'ensemble des membres de la communauté internationale et surtout ceux qui comptent. Et il n'échappe à personne que des pays comme la France, comme les États-Unis, sont parmi les membres de la communauté internationale ceux qui comptent. Pourquoi? Parce que ce sont des membres permanents du Conseil de sécurité. À un moment donné, une situation qui est de nature à dégénérer et devenue une crise qui n'est plus simplement interne, mais une crise avec des conséquences régionales, sous-régionales ou internationales, doit pouvoir intéresser les instances onusiennes, en l'occurrence le Conseil de sécurité. Il est donc tout à fait normal que nous allions partout où il peut y avoir une oreille attentive à ce que nous essayons de présenter. Nous sommes allés aux États-Unis, nous sommes en France, nous allons aller ailleurs, dans d'autres pays où nous pouvons exposer la situation qui est au Cameroun et présenter aussi nos propositions de solutions. Parce que nous ne faisons pas que nous plaindre, nous ne faisons pas que exprimer notre désaccord avec le régime qui est en place au Cameroun. Nous proposons des solutions de sortie de la crise anglophone, mais également de la crise politique. Professeur Maurice Kamto, est-ce que vous avez des nouvelles de Sisikou Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie, qui est actuellement en détention et qui purge une peine de prison à vie avec d'autres compatriotes? Est-ce que c'est une mort lente, puisque cette peine-là est accompagnée d'une amende de 250 milliards de francs CFA? Je n'ai pas eu de moyen d'entrer en contact avec lui. Après notre sortie de prison, ce n'est pas facile d'obtenir des visites en ce qui nous concerne, puisque nous nous sommes présentés, non même pas pour lui rendre visite, mais à la prison centrale pour voir M. Mamadou Yacouba Mota, donc mon premier vice-président dans notre parti. Je voulais lui rendre visite et on nous a refoulés devant la prison centrale de Yaoundé, donc a fortiori, s'agissant de M. Sisikou. Est-ce que c'est une mort lente? Oui, dans son principe, parce que si on vous condamne à vie, à perpétuité, avec une amende astronomique, cela veut dire effectivement qu'on a prononcé la sentence de mort. Avec ceci de plus terrible qu'une exécution a lieu une fois pour toutes et on n'en parle plus, mais on vous inflige en plus justement la souffrance de vivre et de priver de liberté pendant toute la durée de votre vie sur Terre, sachant que vous ne pourrez ni bénéficier de la liberté, ni payer l'amende qui vous est demandée ou qui vous a été infligée en raison du montant. Mais ceci dit, j'ai dit en principe, parce que la politique n'est pas statique. La politique est essentiellement dynamique. Ce que l'on croit être une situation figée aujourd'hui peut radicalement changer demain. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons aussi pour que les Sisikou aient la possibilité, une chance de s'exprimer. Autant nous exprimons de la façon la plus claire et la plus nette notre désaccord avec toute volonté de sécession, toute volonté de partition de notre pays, autant nous disons qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, entendre tout le monde, quitte à dire à ceux qui veulent faire la sécession que ce n'est pas une option, que ce n'est pas le bon chemin, et expliquer pourquoi ce n'est pas le bon chemin. Ensuite, s'ils persistent, c'est libre à eux, mais au moins leur donner une chance, pour une fois, de les écouter, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu encore l'occasion de s'exprimer, en tout cas dans un dialogue avec les autorités qui sont au pouvoir actuellement au Cameroun. Donc nous voulons une situation où l'on donne une chance, une occasion à tout le monde, parce que nous ne désespérons pas que l'on peut, par la force des arguments, convaincre les uns et les autres de ce que la sécession n'est pas une option. À partir de là, nous pouvons regarder ensemble la meilleure forme d'organisation de notre pays pour que ce pays-là redémarre et tienne la place qui peut et qui doit être la sienne dans le rang des nations africaines. Alors Maurice Kamto, si vous le permettez, on va aborder une petite page tournée vers l'économie. Le 21 décembre dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara, le président français Emmanuel Macron ont annoncé à Abidjan la disparition du franc CFA au profit de l'ECO dans l'Union monétaire et économique ouest-africaine. Ce remplacement, il est pour l'instant quasi incomplet puisque la CEMAC n'a pas été évoqué. Quelle est votre opinion
par rapport à ce remplacement du franc CFA qui a été longtemps critiqué par cette nouvelle monnaie, l'éco? Je crois qu'il faut regarder les choses de très près et éviter de se laisser peut-être distraire par les effets d'annonce. Parce que ce que j'ai entendu des deux chefs d'État qui ont annoncé justement ce remplacement, j'emprunte volontiers votre terminologie qui me paraît tout à fait adéquate, ceux qui ont annoncé ce rassemblement nous ont dit, mais il reste à conclure un accord entre Paris et les États qui seront membres de l'ECO sur la garantie que la France apportera. Le diable est dans les détails. Il faut regarder cet accord pour voir ce qu'il y a dedans. Mais d'ores et déjà, on peut quand même se risquer à dire, comme d'ailleurs pas mal d'économistes le soutiennent, que celui qui apporte la garantie reste malgré tout au final le maître du jeu. Parce que si la personne ou l'institution en question retire sa garantie, alors vous ne tenez plus. Votre monnaie ne tient plus. Et donc, il faut que l'on regarde tout cela de très près pour voir quel va être le contenu de ces accords. Et d'ailleurs, on s'est toujours posé la question, pourquoi la garantie continuerait à être donnée par la France et non pas par la Banque européenne, la Banque centrale européenne, qui est la banque émettrice de l'euro, puisque c'est la garantie par rapport à l'euro, dont la monnaie de référence étant l'euro, celle par rapport à laquelle le franc CFA, ou l'éco, puisque ce sera la nouvelle appellation, reste dans la parité fixe. Et donc la Banque centrale européenne, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la BCE qui donnerait la garantie et non pas un État membre de la BCE? Donc je crois qu'il faut regarder tout cela de très près. On ne rejette rien d'emblée, mais il faut voir les détails, et moi je suis très attaché aux détails pour me prononcer en définitive. S'agissant des États de l'Afrique centrale, c'est peut-être tant mieux pour eux parce que ça leur donne le temps de voir peut-être les insuffisances de ce qui est en train de se faire en Afrique occidentale, donc avec les États de l'UEMOA, parce que pour l'instant ce sont les États de l'UEMOA, et de faire leur propre réflexion, d'arriver peut-être, disons, à des mécanismes qui peuvent corriger les insuffisances observées en Afrique occidentale. Vous pensez que l'éco serait finalement un nouveau franc CFA? C'est-à-dire on change le nom, mais ce qui est caché derrière, le reste? Ce risque-là existe si effectivement la garantie veut dire qu'on a simplement retiré, disons, le lieu du compte d'opération qui était au Trésor français, qu'on l'a confié soit à la Banque de France ou ailleurs, mais que par le jeu de la garantie, on peut encore influencer la conduite des politiques monétaires des États membres. Parce que, voyez-vous, si vous avez une garantie qui est externe, par exemple, d'abord, vous voyez bien que cette réforme, du moins ce que l'on en sait pour l'instant, ne crée pas les conditions de flexibilité du franc CFA. C'est toujours la parité fixe. Deuxièmement, cela veut dire que si on doit, à un moment ou à un autre, faire une dévaluation, c'est le garant, c'est celui qui apporte la garantie qui doit en décider. Parce que c'est lui qui supporte le coût ou le contre-coût éventuel, justement, d'un changement de parité de la monnaie. Donc je crois que c'est ce que nous devons, tout cela que nous devons regarder de très près. Donc il y a ce risque que ce soit simplement un changement d'emballage sans que le contenu ne change. Mais je pense aussi que s'il y a une vraie volonté de sortir justement de cette situation, on peut, à partir de cette appellation d'éco, qui n'est pas une appellation propre uniquement aux États membres de l'UEMOA, mais qui est une appellation qui a été adoptée par la CEDEAO, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre de la CEDEAO, on peut observer et voir une dynamique monétaire nouvelle qui permet effectivement aux États membres de la CEDEAO de sortir justement des accords anciens et de cette situation qui, me semble-t-il, devient inconfortable pour tout le monde. Alors, en parlant d'éco, il y a également l'ASLEC, la zone de libre-échange continentale africaine. Vous y croyez? On peut rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs que 13%, c'est approximativement le chiffre du commerce intra-africain. C'est-à-dire que les pays africains commercent davantage avec l'extérieur qu'avec leurs propres voisins. Une zone de libre-échange qui permettrait la libre circulation des personnes, mais aussi des biens. Est-ce quelque chose qui n'est pas autre chose qu'un vœu pieux à l'heure actuelle des choses? De toute évidence, ça ne va pas entrer en fonctionnement, en tout cas produire tous ces effets immédiatement. Mais
c'est un bon pas dans la bonne direction parce que tout ce qui peut permettre la construction de l'unité du continent, tout ce qui peut permettre au panafricanisme d'avancer, parce que le panafricanisme n'est pas uniquement politique ou idéologique, il doit être également économique, social, culturel, intellectuel, il doit être global. Et sur le front économique, si effectivement la création de la zone de libre-échange peut permettre aux États qui sont prêts d'accroître le volume de leurs échanges, c'est déjà cela de gagner. Parce que comme vous le faites remarquer si bien, notre commerce intra-africain est encore très faible, de manière inexplicable. Et notre participation globale au commerce international l'est encore davantage. Donc, peut-être cette zone de libre-échange peut-elle nous permettre d'accroître les échanges entre les États africains. L'une des difficultés que je vois d'emblée, c'est le contrôle aux frontières africaines. C'est-à-dire que des puissances économiques externes ne profitent pas de la zone de libre-échange pour écouler leur propre production. Parce que vous pouvez parfaitement fabriquer en dehors des frontières africaines, mais écouler sur le marché africain par des subterfuges. Vous pouvez parfaitement fabriquer dans un État A qui est en dehors de l'Afrique et fabriquer, je ne sais pas moi, au Cameroun ou au Kenya ou en Afrique du Sud, alors que c'est fabriqué en dehors du continent. Donc, il y a un mécanisme de contrôle aux frontières africaines qui doit être également mis en place pour qu'on s'assure que d'autres n'utilisent pas ce mécanisme pour écouler leurs produits et surtout nous amener à perdre justement des recettes douanières qui, de ce fait, effectivement, ne pourraient pas être collectées. Alors justement, ce qui m'amène à un dossier camerounais, le port autonome de Douala. Le 26 décembre dernier, le tribunal administratif du littoral a décidé d'annuler la procédure engagée par Bolloré, qui était le principal actionnaire de Douala International Terminal, pour reprendre ses droits sur la gestion de ce port autonome. C'est une victoire qui met fin quasi à 15 ans de monopole français. C'est une bonne chose, quand je dis c'est une bonne chose, c'est un bon signal envoyé à ce qui devrait être fait par Tournafrique. Bolloré a un pouvoir hégémonique sur un tas de pays africains. Moi, je ne verrais pas la chose en termes est-ce que c'est une bonne chose ou pas. D'abord, c'est une procédure pendante encore devant les tribunaux, parce qu'ils n'ont pas fini, le contentieux se poursuit. On est à une étape, effectivement, où on a annulé, mais les autres, effectivement, poursuivent la procédure. Donc, tant qu'une procédure est pendante, on ne s'exprime pas de façon très précise là-dessus. Moi, je voudrais regarder, comme diraient les anglo-saxons, des big picture. Personnellement, je me garde d'emboîter, voyez, le pas à ceux qui pensent qu'il faut jeter les multinationales hors de l'Afrique. Nous aurons toujours besoin. Quand vous dites que vous avez besoin d'investissements directs étrangers, vous faites référence à quoi? À des gens qui vont venir investir, comme cette entreprise-là, comme d'autres. Maintenant, si c'est au détriment de nos pays, évidemment, c'est inacceptable. Parce que ce n'est pas cela. Si nous nous battons, c'est précisément pour que de telles situations d'exploitation cessent et que nos pays puissent tirer avantage non seulement de ce qu'ils possèdent, mais effectivement des investissements qui sont faits par des partenaires extérieurs. Donc moi, mon propos sur la question, c'est de dire, laissons la justice suivre son cours jusqu'à son terme. Mais il faut éviter, comme on dit, de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Nous aurons besoin d'investissements étrangers. Nous aurons besoin de multinationales pour que le Cameroun, en l'occurrence, mais pour que l'Afrique se développe. Mais c'est à nous de mettre en place les conditions pour que nous ne soyons pas un terrain de jeu et d'exploitation inacceptable pour ces multinationales. Et que faudrait-il faire justement pour éviter cela? Précisément, merci de poser la question, plus de transparence dans l'attribution des concessions, des contrats, des marchés. Si nous sommes confrontés à des situations où il peut y avoir de grandes entreprises qui ont des monopoles dans certains de nos pays, voire dans plusieurs de nos pays, c'est dû non pas à ces entreprises, peut-être si elles utilisent des voies illégales pour parvenir à leur fin, évidemment c'est répréhensible. Mais c'est d'abord dû à nous-mêmes, au leadership africain. Si vous voulez avoir de la compétition, vous savez que dans tel secteur, dans le secteur de l'exploitation portuaire, dans le secteur de transport maritime, dans le secteur de transport ferroviaire, les grandes entreprises mondiales sont connues. Pourquoi restreindre le champ à une ou deux entreprises? Donc si vous voulez tirer le meilleur parti, ouvrez le plus largement possible la compétition pour que le meilleur gagne. C'est là que vous aurez, effectivement, parce que chacun veut gagner le marché, un jeu sur le coup. Donc voilà ce que je peux dire.
Alors, on va faire un petit point sur la politique internationale, mais aussi panafricaine. Comment analysez-vous aujourd'hui la trajectoire de certains hommes politiques? Et là, je vais parler d'un homme en particulier, Guillaume Soro, hier ancien militant estudiantin, chef rebelle, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ce type de... j'ai dans ma tête un mot en anglais, mais en français, ce type de destin? Bien. Bien. Qu'est-ce que j'en pense? En politique, il n'y a pas de destin. Enfin, le destin n'est pas rectiligne. Parce que c'est un champ essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dynamique, où il y a une bonne part de choses que vous ne contrôlez pas. Donc vous ne pouvez pas vous tracer votre chemin en disant je vais de A à B par tel chemin qui est rectiligne. Chemin faisant, vous allez être probablement obligé à prendre des chemins de traverse, à contourner les montagnes, traverser les rivières, etc. Donc on ne peut pas se prononcer en tant que tel sur le destin d'un homme politique. C'est chacun qui choisit ses voies et c'est chacun qui les assume. Maintenant, s'agissant du cas particulier de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, je dois dire que vous voyez bien que c'est un combat fratricide, parce que c'est un combat qui se mène avec ou contre ses alliés d'hier. En l'occurrence, si l'on veut parler du chef d'État ivoirien actuel, quelqu'un qui l'a aidé à accéder au pouvoir. Très franchement, je crois que ce n'est pas un secret de le dire, ça s'est vu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas, je ne connais pas le contenu, les dessous de l'affaire. Est-ce qu'il y avait eu une quelconque promesse à M. Soro qu'après la présidence du président Ouattara, il pourrait peut-être être son successeur ou en vue parmi ses successeurs? Je n'en sais rien. Et que la parole n'a pas été tenue, je n'en sais strictement rien. Le dossier, enfin, dans le dossier que l'on semble brandir contre lui, que l'on brandit contre lui maintenant, il semble y avoir donc des éléments. Mais moi, je me méfie des qualifications vite faites en Afrique. Et la seule chose que je peux vous dire qui participe de mes convictions personnelles et que j'exprime sur la base de ma propre expérience, c'est que je regarde toujours mal, d'un œil suspicieux, lorsque l'on utilise la justice pour régler les problèmes politiques. Lorsqu'un homme politique est poursuivi, non pas pour des faits de droit commun, mais pour des comportements politiques, je suis toujours suspicieux, parce que je suis bien placé pour savoir que la plupart du temps c'est vide. Mais je n'ai pas d'éléments pour en dire davantage. Et on a parlé de Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui pourrait bénéficier d'une remise en liberté sans condition à l'issue d'une audience prévue le 6 février prochain. Laurent Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles. C'est aussi un destin très important. Laurent Gbagbo jouit aujourd'hui d'une certaine ferveur. Il est comparé à ses pères de l'indépendance, ces figures historiques. On peut en citer quelques-unes aujourd'hui, les Lumumba, les Ruben Umniobe, les Sékou Touré, etc. Est-ce que un destin comme celui de Laurent Gbagbo, justement, n'est pas un destin que devraient suivre d'autres hommes politiques ivoiriens, c'est-à-dire l'intransigeance, ne pas se laisser marcher sur les pieds, revendiquer cette liberté? Est-ce que ce n'est pas un modèle pour l'ensemble des leaders africains? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si je puis me permettre, avec toute l'humilité et la réserve qui s'impose lorsqu'on parle des affaires politiques d'un autre pays, et surtout que l'on ne vit pas au quotidien et que l'on ne connaît pas dans le détail, je dirais simplement qu'il me semble qu'il serait de bonne politique de laisser les personnalités politiques qui ont été impliquées dans la crise post-électorale ivoirienne de 2010 rentrer en Côte d'Ivoire pour que le président Ouattara organise les conditions d'apaisement politique, de la réconciliation nationale avec ces personnalités. Il est le chef d'État en fonction, c'est à lui de le faire et je crois que ça le grandirait énormément. C'est tout ce que je peux dire. Donc c'est un message que vous lancez au président Ouattara? Si je puis me permettre, c'est une humble et modeste suggestion.
Alors, on évolue sur un dossier plutôt sanitaire, le coronavirus. Est-ce que l'on aime se faire peur et céder à la panique facilement avec les pandémies de fin d'année? On l'a rappelé avec Ebola en 2013. Aujourd'hui, c'est la province chinoise de Wuhan, qui n'est pas une province, c'est la ville même, en Chine qui est touchée. L'Afrique abrite une importante communauté de ressortissants chinois, de nombreux pays africains, le Cameroun également. Faut-il s'inquiéter, sachant que ces pays africains n'ont pas les structures, les infrastructures sanitaires suffisamment développées pour faire face à ce type de crise, justement? Vous avez raison d'attirer l'attention sur cette situation. La question est de savoir si les gouvernements africains sont suffisamment conscients de la menace que peut représenter justement un tel virus, parce que ça peut très rapidement devenir une pandémie et dégénérer à l'échelle du continent. Il faudrait donc que, à défaut de pouvoir par eux-mêmes mettre en place les dispositifs nécessaires pour anticiper sur l'arrivée d'un tel virus sur notre continent, aller peut-être vers l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour que cette organisation les aide à mettre en place un dispositif préventif d'anticipation. Ça peut être par exemple la constitution de stocks de vaccins ou de médicaments qui permettent de combattre cela. Il ne faut pas attendre que ça se déclare sur le continent ou dans un pays du continent pour commencer à se bouger. Il faut que nous apprenions à être anticipateurs, à prévenir, et prévenir en l'occurrence, c'est soit s'il existe un vaccin, d'avoir des lots de vaccins là où effectivement il y a risque que un tel virus apparaisse, et s'il n'y a pas de vaccin, s'il y a des médicaments, et je crois comprendre qu'il y a des médicaments, que nous constituons des stocks. Ça peut ne pas être dans les 54 pays africains, mais on peut avoir des pôles. On peut dire qu'en Afrique centrale, dans tel pays, il y a un stock suffisant pour que si ça se déclare, qu'on puisse s'approvisionner rapidement là-bas. Ça peut être en Afrique de l'Ouest. Enfin, je veux dire, l'Union africaine a découpé le continent en 5 régions. On peut au moins dans chacune de ces régions ou sous-régions avoir un stock pour assurer la prévention. Alors ce sera le mot de la fin. Professeur Maurice Kento, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de